Bonsoir à tous pour cette soirée un peu spéciale, un peu tendue, hein, j'ai envie de dire. On va discuter de l'actualité en Palestine. Et avant de commencer cette discussion, je voudrais préciser une chose, c'est que en fait, ça fait plus d'une semaine que cette émission était prévue pour parler à la base du cas de Georges Ibrahim Abdallah. On devait en discuter pendant la perm. Et vu les derniers événements, vu ce qui s'est passé depuis samedi, il était impossible de juste parler de Georges Ibrahim Abdallah. On a dû changer un petit peu le programme et faire une émission complète sur ce qui se passe actuellement et les montées en tension. Donc, dans une deuxième partie, on va parler de tout ça. On a déjà commencé à en parler aussi avec Youssef tout à l'heure. De toute façon, je pense que ça va occuper l'actualité pendant quelques semaines. Mais avant vraiment d'aborder ça, on va parler de Georges Ibrahim Abdallah. Et pour ce faire, j'ai d'abord le plaisir de recevoir Adel Ayad, c'est ça? Adel Ayad, tu es représentant de Samidoun Paris. Tu peux nous dire ce que c'est? Samidoun, c'est un réseau de solidarité avec les prisonniers palestiniens. On est présent dans une quinzaine de pays et on compte une vingtaine de sections. Alors, faut peut-être le fil, je suis désolé. Ouais. Ouais. Est-ce que Ok. tu peux venir pour le. On aura quelques problèmes techniques, mais ça va se régler. Ok, est-ce qu'on m'entend mieux là? Ouais, normalement Ouais. c'est bon là. Ouais. Ok, super. Donc je disais, Samidoun, c'est un réseau international de solidarité avec les prisonniers et les prisonnières palestiniens. Donc on est dans une quinzaine de pays dans le monde, on compte une vingtaine de sections et on existe depuis octobre 2011. À côté de toi, il y a Kamel, tu es membre de la campagne unitaire pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Normalement, il est allumé. Oui, C'est bien merci. ça? Oui, c'est pour la campagne pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. La campagne, c'est un cadre qui a été créé en 2015, en héritage de nombreux collectifs qui existaient auparavant et qui qui se mobilisaient pour la libération du camarade Georges Ibrahim Abdallah. Et elle mène campagne et c'est devenu une référence sur le terrain avec tout le travail de terrain qu'elle fait, les collages d'affiches, les manifestations, les manifestations devant l'Almaison, la prison où Ouais. est détenu actuellement notre Vers camarade. Toulouse, c'est ça? Oh, oui, c'est ça, c'est vers Toulouse. On en est à la 23e manifestation. Donc on espère que ce ne sera pas une manifestation comme une autre, mais que ce sera vraiment un moment très important pour que la libération du camarade soit effective. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde parce qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait par la Mhm. campagne et d'autres collectifs aussi, notamment à la Fête de l'Humanité où il y a eu une grande manifestation, un collage dans tout le village international. Et la campagne a donc décidé d'un mois international, comme c'est devenu coutumier maintenant, dans laquelle s'impliquent 80 organisations à travers le monde, une trentaine au niveau de Paris. Certains peut-être en sont membres ici. Je tourne mon regard vers les anciens comme Youssef. Et donc, j'appelle à ce que vraiment on fasse encore du boucan pour la participation. Le quart prévu par la campagne, mais il y aura certainement d'autres moyens qui sont prévus par ailleurs, par d'autres collectifs, part de vendredi vers 20h, je crois. Ce vendredi-là? Oui, oui. D'accord. Non, le vendredi 20. Ah, Le d'accord. Voilà. vendredi 20. Ouais. Le vendredi 20 et retour est prévu donc le dimanche dans la journée. Je profite aussi qu'il y a un meeting qui est organisé, mais peut-être que la camarade en Ouais, on va parlera en tout à l'heure. parler, on va en parler de tout Le ça. 18, voilà. Ouais. Je continue mes présentations avec Samir. Bonsoir Samir, militant décolonial. Bonsoir. Ça va? Non, D'accord. Un peu tendu, c'est ça? un peu tendu. On va discuter de tout ça. Youssef Boussouma, j'ai pas besoin de le présenter. Ça va, Youssef? Bonsoir. Coucou maman. D'accord. À côté, il y a Elsa Marcel, avocate et militante à Révolution Permanente. Et tu es aussi membre du comité Georges Ibrahim Abdallah ou... Oui, enfin, je participe avec les organisations notamment qui sont présentes à cette table à l'organisation d'un grand meeting unitaire qu'on espère se tiendra bien avec beaucoup de monde à la Bourse du Travail de Paris le 18 octobre. Et je termine les présentations avec Monsieur Omar Bandara, qu'on a déjà eu plusieurs fois. On te présente comme membre d'Algeria Watch. Voilà, membre Ouais. d'Algeria Watch, c'est très bien, ça suffit. On t'a eu déjà C'est très plusieurs bien. fois. Ouais. Alors, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de sujets à discuter, mais pour l'instant, on va se concentrer sur le cas qui nous rassemblait au départ, c'est celui de Georges Ibrahim Abdallah. Alors, pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore qui est Georges Ibrahim Abdallah et pourquoi des gens se bougent pour le cas de Georges Ibrahim Abdallah, est-ce que quelqu'un pourrait, assez brièvement, je voudrais dire, mais le sujet est assez vaste, présenter et nous expliquer ce qui, pour nous, est un peu l'injustice vécue par Georges Ibrahim Abdallah? En 2 mots, je donne la parole à Kamel, juste pour savoir que
pour dire que Georges Ibrahim Abdallah est donc un militant communiste internationaliste, enfin libanais d'origine, mais communiste internationaliste, pro-palestinien, qui a donc été arrêté en France au plus fort des événements du début des années 80, dans la foulée de l'invasion israélienne du Liban et de tous les événements qui à l'époque, évidemment, ont traversé cette région du monde et qui ont eu un écho aussi en Europe, en Occident, etc. Et Georges, donc, Ibrahim est arrêté en 84, pardon. 24 octobre 84. Voilà, 24 octobre. Tu vas continuer, donc, Kamel. Oui. Donc, comme tu as lancé la discussion sur camarade, 24 octobre 84, il est arrêté à Lyon suite à une filature qui a été organisée par la DST. Et cette DST informée par les services yougoslaves parce qu'ils ont trouvé à la frontière, donc Daher, une militante libanaise, accompagnée, passeport libanais, on dit libanaise, mais en réalité elle était militante du FARL, fraction armée révolutionnaire du Liban, dont Georges Ibrahim Abdallah est justement un cofondateur. Je reviendrai après plus en détail. Et donc, il est arrêté et jugé au premier procès en 86 pour... Par une cour spéciale, il faut dire. Pour faux et usage de faux et association de Et malfaiteurs. transport d'armes. Oui, c'est ça. Association de malfaiteurs. En réalité, on ne l'a pas pris en transportant des armes. Il était porteur d'un passeport algérien. Alors, je dis ça parce que, j'ouvre une parenthèse pour la refermer tout de suite après. En 85, les FARL prennent en otage le directeur du centre culturel de Tripoli au Liban. Pérol. Voilà, Pérol, exactement. Le fils de Perrault, d'ailleurs, qui est décédé il y a peu de temps. Voilà. Et l'Algérie s'est portée médiatrice mais pour la médiation. Et un accord a été trouvé pour faire un échange entre Georges Ibrahim Abdallah et Pérol. L'accord a été respecté du côté des FARL et l'État français n'a pas respecté sa parole. Et en 86, donc premier procès, on fait une perquisition, on fabrique de fausses pièces à conviction et on l'accuse de tous les détentions d'armes. Et surtout, comme tu l'as rappelé, c'était dans le contexte des attentats. Il y a eu 14 attentats en 1986 et on a fait porter le chapeau aux frères Abdallah, Émile et d'autres encore. Et procès, il passe en assise. D'abord, il est condamné à 4 ans. Normalement, 5 ans, c'est le délai maximum prévu pour association de malfaiteurs et faux et usage de faux. Mais après, la DST revise le procès et charge complètement Georges Ibrahim Abdallah. Il passe en assise et réclusion à perpétuité. Donc, il est enserré à Fresnes. Puis après, transféré en 2006, d'ailleurs, il y a eu une première manifestation des soutiens de Georges Ibrahim Abdallah de Montfresnes. Puis après, il est transféré à Lannemezan. Et depuis, donc, il est incarcéré. Des manifestations se déroulent. Donc, 2015, c'était l'une des premières manifestations. 2010, pardon, l'une des premières manifestations. Et en 99, j'abrège, mais s'il y a des auditeurs qui posent des questions, en 99, il est libérable. Parce que la peine de sûreté est arrivée à sa fin et donc il est en condition de demander une demande de libération conditionnelle. Ce qu'il fait, il en a fait 9 et la 10e, c'est en 2023 qu'il l'a faite. Mais à chaque fois, elle a été rejetée. Celle de 2003 qui correspond à une autorisation de libération par le tribunal de Pau est refusée par le ministre de la Justice, Perben. Comme quoi la collusion entre la justice et le pouvoir politique. Le pouvoir politique, vraiment, est évidente. Oui. Alors juste, je précise que les attentats pour lesquels Georges était poursuivi, ce ne sont pas les attentats les attentats massacres qu'il y a en 87. Georges est poursuivi pour des attentats commis par les fractions armées révolutionnaires libanaises. Aucun de ces attentats n'a visé des civils. Aucun de ces attentats pour lesquels... et ce sont des attentats qui ont visé uniquement des diplomates américains et israéliens à l'époque. Charles Ray et Yaakov Bartimantov, qui était le numéro 2 du Mossad à Paris. Et je tiens à dire une chose, c'est qu'aucun de ces attentats n'a fait de victimes civiles. Et il faut aussi préciser une chose, c'est que si Georges, qui avait été arrêté, qui avait été passé en procès une première fois, et comme tu l'as dit, qui aurait dû être libéré au terme d'un échange organisé par l'Algérie, etc., la France a renié sa parole et va rejuger Georges, ce qui est absolument inimaginable en termes de justice. On n'a pas le droit de juger quelqu'un deux fois. Va le rejuger sur pression des États-Unis. Et précisément de qui? De Georges Kijman, qui est l'avocat socialiste, qui était celui qui devait succéder
à Baninter comme ministre de la Justice. Représentant la partie civile. Et représentant les États-Unis. Et à chaque fois que Georges Ibrahim Abdallah a déposé des demandes de libération, qui est-ce qui surgit de sa boîte? C'est Georges Kijman, qui est mort il y a peu de temps, représentant les États-Unis et qui dit les États-Unis s'opposent à la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Et la France s'est complètement couchée devant les États-Unis régulièrement. Et c'est la raison pour laquelle Georges est toujours en prison aujourd'hui, parce que la France s'est couchée devant les États-Unis et ne respecte même pas son propre droit. Georges devrait être libérable depuis l'année 2000. Voilà, excuse-moi. Non, je t'en prie, c'est normal. Oui, peut-être quelques mots et pour voir pourquoi c'est un enjeu d'actualité. Enfin, je pense qu'il y a deux questions, une démocratique, une politique, et évidemment les liens avec ce que vous allez discuter après sont par ailleurs assez clairs. Mais sur la question démocratique, vous avez commencé à l'évoquer tous les deux. Enfin, une formule qui est parlante, c'est dire que c'est le plus vieux ou le plus ancien prisonnier politique d'Europe, et y compris avec ce que disait dans un pays évidemment qui se revendique d'une démocratie libérale, etc. Et en fait, c'est pour ça aussi qu'à mon avis, il y a de plus en plus d'organisations, y compris le Parti communiste, y compris la France insoumise, qui aujourd'hui demandent, pour certains au moins, il y a une tribune de députés qui demandent la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Oui, David Guiraud, Éric Coquerel, sûrement d'autres. Enfin, il y a une tribune, André Chassaigne, etc. Mais parce qu'en fait, c'est une revendication démocratique absolument élémentaire. Pourquoi? Vous le disiez, il est libérable depuis 1999. Il y a une décision qui est intéressante aussi, il faut le savoir, la Cour européenne des droits de l'homme, en 2021, elle a rendu une décision qui dit qu'il ne peut pas y avoir plus de 40 ans de détention. Et que c'est contraire à l'article 3 de la Cour européenne des droits de l'homme, qui c'est constitutif d'un traitement inhumain et dégradant. Donc il y a un moment où la France, elle arrive aussi à un certain niveau de contradiction qui est significatif, d'autant que le procès dont vous parlez, c'est une des arnaques judiciaires les plus importantes. Et Georges va faire 39 ans. Hein. C'est pour ça que je dis ça. Voilà, il entame sa 40e année de détention. Donc en fait, il y a un moment où il va y avoir une contradiction, y compris avec les textes de la Cour européenne des droits de l'homme. Et la France va devoir répondre de ça. Ou en tout cas, elle peut être mise en condition de le faire. Et une chose, c'est quand même une mascarade judiciaire qui est finalement très peu connue. Pourquoi? Et bon, ça, c'est sur le terrain démocratique, et après, je reviendrai sur la question politique, parce qu'en réalité, c'est quasiment un complot parfait, quoi, dans le sens où, aujourd'hui, plus personne ne dit qu'il y a des preuves qui permettent de lui imputer les faits qu'on lui reproche, y compris Yves Bonnet, qui est l'ancien directeur de la DST, et qui dit lui-même, et aujourd'hui, je crois par ailleurs que c'est un candidat RN sur je ne sais qui, enfin au régional ou je sais pas où. Donc voilà, faut mesurer un peu l'écart dont on discute, mais qui dit que c'est une vengeance d'État. Il y a son avocat au moment du procès qui était un agent de la DGSE, Jean-François Mazurier, qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'Agent Noir, l'histoire d'une taupe, de l'affaire Abdallah ou un truc comme ça. Donc c'est une confession totale, et c'est absolument historique dans l'histoire judiciaire française. Je veux dire, il faut imaginer l'entrave démocratique que ça représente. Quand on est prévenu, a priori, on n'a qu'un droit, c'est celui d'être défendu. Dans le cas de Georges, ça n'a même pas été le cas. Et radié après, puis transformé en suspension de 3 ans du barreau. Voilà, et juste pour finir, pour dire, en fait, pour moi, précisément, on voit le scandale judiciaire que ça représente, mais c'est précisément parce que c'est politique que la question n'a pas trouvé d'issue judiciaire. Et pourquoi c'est politique et pourquoi il est encore aujourd'hui en prison? Pour au moins 2 raisons, je pense. Déjà parce que c'est un communiste arabe, vous l'avez dit, et un combattant de la cause palestinienne, mais aussi parce que c'est l'expression d'un militant qui n'a jamais renié ses convictions, malgré la pression de la détention et la torture blanche que ça représente. Il faut imaginer ce que c'est quand même 40 ans de détention. Et je pense que la grande crainte qui existe, c'est dans quelle mesure est-ce que même la nouvelle génération qui est aujourd'hui militante dans les lycées, militante dans les facs, peut connaître des exemples de cette ancienne génération militante, qu'on ait des désaccords stratégiques, qu'on tire des bilans de telle ou telle expérience politique, ça c'est un débat, mais que par ailleurs, il y ait des figures qui, malgré la pression judiciaire et malgré la violence de la détention, et dont on dit que par ailleurs il est libérable, donc c'est une question démocratique qui ne devrait même pas faire débat, que c'est pour ça qu'à mon avis, quand on dit qu'on organise un meeting, qu'il y a la manifestation à Lannemezan, c'est aussi comment cette question-là peut rencontrer un écho dans les nouvelles générations militantes qui ne connaissent pas cette histoire, qui est celle d'un quasi-scandale d'État, quoi. Adèle, tu voulais... Ouais. En fait, pour rejoindre l'idée d'Elsa, c'est que pour nous, en fait, Saint-Midoun, on aime bien présenter Georges, avant d'être une victime d'une injustice judiciaire, en fait, de le présenter comme un combattant. C'est-à-dire que même en prison, en fait, Georges, il lâche pas ses convictions révolutionnaires et il continue le combat. Et ça, on peut l'observer de différentes manières, avec différents exemples. Par exemple, il s'est tout le temps montré solidaire des différents mouvements sociaux qui ont ébranlé la France de ces dernières années. Il s'est montré solidaire aussi des familles qui ont perdu un proche lors de bavures policières ou de meurtres pendant les crimes d'État, etc. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui se tient au fait de l'actualité politique qui se passe en Palestine, de ce qui se passe un peu dans le monde. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a à cœur
de continuer sa lutte politique, y compris dans les prisons de l'État français. Et pour revenir sur ce que tu disais, Youssef, évidemment que la France, elle subit des pressions des États-Unis, mais pas que. En maintenant Georges Abdallah en détention, elle affirme aussi une politique impérialiste. Et elle assume en fait qu'elle doit défendre des intérêts au Moyen-Orient. Et ça, c'est hyper important aussi de le comprendre. Parce qu'on n'est pas aussi sans ignorer qu'il y a une certaine partie des soutiens à Georges qui n'arrêtent pas en fait, de dédouaner la France. Non, la France est un des plus grands soutiens en fait, de l'État colonial israélien. Et c'est aussi, elle a joué un rôle qui est complètement destructeur dans le Moyen-Orient. Et Georges, c'est un des premiers exemples de cette politique-là. Et un deuxième exemple aussi, quand on parle de Georges Abdallah, c'est que c'est un des exemples les plus flagrants en fait, de la sauvagerie du pouvoir politique. C'est que le durcissement du pouvoir politique qu'on a observé dans la destruction, la répression sanglante qu'il y a eu pour le mouvement des Gilets jaunes, qu'il y a eu aussi suite à l'incarcération massive. Peut-être, Elsa, tu connais bien le sujet, suite aux émeutes qui ont suivi l'exécution de Naël. Mais tout ça, il faut lier à la condition de Georges. Georges Abdallah, c'est un des exemples de ce durcissement du pouvoir politique. Et le soutien à Georges Abdallah, il est aussi criminalisé. Et c'est quelque chose qui sert en fait pour criminaliser tous les soutiens de la Palestine, de la résistance palestinienne. Et ça figure par exemple dans le dossier de dissolution du collectif Palestine Vaincra, qui fait un travail phénoménal pour informer sur le cas de Georges, etc. Qui fait un travail phénoménal pour porter la voix de la résistance palestinienne et la lutte d'une Palestine libre, démocratique de la mer au Jourdain en France. Et ça figure, ce soutien à Georges Abdallah, ça figure dans le dossier de dissolution du Palestine Vaincra, ça figure et du CAP évidemment, et aussi ça figure dans les dossiers d'interdiction politique et de non-renouvellement de titre de séjour de militants de Samidoun Allemagne. Donc ça figure dans leur dossier noir sur blanc. Donc de soutenir la résistance sous toutes ses formes, la libération de la Palestine de la mer au Jourdain, on y reviendra tout à l'heure, mais surtout là, dans ce qui nous concerne pour l'instant dans l'émission, c'est le cas de Georges Abdallah. Alors, au niveau des luttes, il est aussi important de dire que, pour donner un exemple de la façon dont Georges, sa conduite est absolument exemplaire en détention, c'est que une des demandes, dans la prison de Lannemezan, Georges évidemment a tissé énormément de liens avec des détenus, hein, et il était intervenu notamment à l'occasion d'une grève de la faim, enfin d'une lutte de détenus musulmans pour avoir un aménagement concernant le ramadan, etc., et concernant tout cela. Et donc une lutte qui s'avérait un petit peu difficile, et très tendue, entre les gardiens et les détenus. Et Georges était intervenu pour calmer le jeu et obtenir les revendications des détenus, hein, donc tu vas en dire un mot, de façon satisfaisante. Et donc ça avait été quelque chose d'intéressant, parce qu'il avait évité des violences inutiles, et il avait permis un dialogue qui finalement s'était avéré. Et du coup, on lui l'a fait payer, parce que lorsque la demande de Georges avait été refusée, le rapport des renseignements généraux qui est fait à l'occasion, lorsque un détenu dépose une demande de libération, il y a un rapport des renseignements généraux qui est fait, qui s'appuie sur l'espionnage de la correspondance, tout ça. Et parmi les éléments à charge contre lui, on disait Georges Ibrahim Abdallah s'est converti à l'islam. Alors, il ne s'est jamais converti à l'islam, c'est un militant internationaliste communiste, hein. Il s'est converti à l'islam, la preuve, voilà. Donc, ça a été à charge contre lui, hein. Donc, on lui a fait payer cette solidarité qu'il avait... Oui, excuse-moi, oui, pardon. Tu voulais ouais, dire quelque chose par Ok, rapport à ça ? ouais. Pour rebondir sur cet exemple-là de solidarité dans les prisons, etc., il faut savoir que Georges Abdallah, il est considéré comme un prisonnier basque. C'est-à-dire que le mouvement des prisonniers basques le considère comme un des leurs. Mais ça, c'est hyper important, et on encourage en fait toutes les organisations qui défendent l'amnistie des prisonniers basques à rejoindre la manifestation de Lannemezan. On sait qu'il y a des camarades du Pays basque sud qui vont monter à Lannemezan pour la manifestation. Donc voilà, Georges Abdallah, on a tous une responsabilité, on a une responsabilité commune envers lui. C'est-à-dire qu'il a sacrifié sa liberté pour ne pas trahir ses convictions révolutionnaires. Et nous, en tant que militants pro-palestiniens, on a une responsabilité envers lui. On ne peut pas le laisser en fait, passer une année supplémentaire en prison, que ce soit 2 ou 3 années supplémentaires. Un des moyens les plus importants pour soutenir la résistance palestinienne, elle se trouve en France. C'est de tout faire pour que collectivement, en fait, on puisse arriver à arracher la libération de notre camarade de Georges Abdallah. Si on est un militant d'extrême gauche, on a toutes les raisons du monde de soutenir un révolutionnaire qui est en prison depuis 39 ans. Qu'on soit au lycée, étudiant, travailleur, chômeur exploité. Pourquoi ? Parce que Georges Abdallah,
il s'est montré solidaire de toutes ces luttes-là. Il s'est montré solidaire, il n'a jamais hésité à soutenir les gilets jaunes, à soutenir les travailleurs, les chômeurs et les exploités, en lutte, la jeunesse des quartiers populaires, les luttes issues de l'immigration. Et ça, c'est hyper important. Donc, tout ça pour dire que nous, vraiment, on milite pour ne pas juste cantonner Georges au cas d'un communiste libanais qui a fait non pas des attentats, mais des actions de résistance. Parce que des attentats aussi, c'est tomber dans des éléments de langage. Bah, c'est des actions de résistance. Voilà, c'est ça. Ouais. Un mot rapide sur deux choses. Pourquoi est-ce qu'effectivement, c'est pas une question humanitaire? Parce qu'évidemment, il y a l'aspect les 40 ans, un prisonnier de 72 ans, des choses qui choquent, en fait, et je le disais, y compris en France, où on voit ce que c'est que le visage en fait, de cette démocratie libérale-là et jusqu'où elle peut aller. Mais deux mots, vous l'avez évoqué, la première chose, mais c'est qu'il est libérable effectivement depuis 99. Donc non seulement il est libérable depuis 99, mais il y a une chambre d'application des peines qui a octroyé en fait sa libération à une condition, qui est un arrêté d'expulsion qui soit signé et qui permette de le reconduire au Liban. Et en fait, c'est évidemment le seul étranger qui a du mal à se faire expulser. Parce qu'il faut savoir, et c'est important de le dire, c'est quelqu'un qui a été condamné sous Mitterrand et dont l'ensemble, par la suite, des ministres de l'Intérieur ont refusé de signer l'arrêté d'expulsion, que ce soit évidemment Manuel Valls et tous ses successeurs. Donc c'est bien la preuve que c'est une décision strictement politique. Et la deuxième chose par rapport à ça, et je te rejoignais Adèle, encore une fois, pour moi, ce qui est intéressant, c'est les éléments aussi de continuité avec une tradition anti-impérialiste. Encore une fois, peu importe les débats qui puissent exister de stratégie et autres. Et pour moi, avec toute une jeune génération, je veux dire, qui se politisait dans les années 70, à la fin des années 60, énormément sur les questions anti-impérialistes. On pense à, je veux dire, la puissance de ce que ça a été, les comités d'action du Vietnam, comme élément préparateur de la politisation de toute cette génération. C'est quelque chose qui a beaucoup reculé aujourd'hui. Et je pense que ce qui fait peur aussi, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a eu des doctrines judiciaires extrêmement importantes à partir des années 80, non seulement pour réprimer durement des militants politiques. Enfin, je veux dire, je sais pas parce que j'ai une obsession pour Yves Bonnet, mais même lui, il le dit en disant quoi qu'on en pense, là, au bout d'un moment, il l'a payé. Enfin, je veux dire, c'est une évidence pour tous. Oui. Et ce qui est la différence, il racontait ça. Exactement, voilà, dans la dépêche, je crois, ou je sais plus dans quel truc, mais voilà. Et la différence pour moi, c'est que il a échappé en fait à toutes les politiques de repentance organisées qui ont été mises en place, qui sont assez méconnues, que ce soit la doctrine Mitterrand en France, qui autorisait les Italiens les réfugiés, à les réfugiés, ils refusaient leur extradition s'ils se repentaient, s'ils niaient et s'ils se dissociaient de toute leur activité militante de l'époque. Et avec une petite nuance. Oui. Oui, il y a eu le procès récemment, et la doctrine Cossiga, bon, je suis d'accord, il y a la différence entre les dissociés et les repentis. C'est ça. Voilà. Ce n'était pas des repentis au sens italien de Cossiga, mais c'était de la dissociation, quoi. Voilà, s'ils renonçaient à leur activité militante, et il y a le niveau d'au-dessus qui était les lois Cossiga en Italie, qui était carrément d'échanger des peines légères contre des dénonciations. Et c'est comme ça qu'ils sont venus à bout de phénomènes militants qui ont existé dans les années 70, etc. Et en fait, ce que moi je trouve intéressant et profondément politique, et je m'arrête là-dessus, c'est qu'en réalité, on voit que c'est ça la tension, elle se situe là, puisqu'en fait, sur un terrain strictement juridique, judiciaire, démocratique, personne n'a rien à dire, c'est absolument incontestable. Enfin, je veux dire, la Cour européenne des droits de l'homme le dit, Yves Bonnet le dit, son l'ex-avocat de la DGS le dit, tout le monde le dit. Le problème, en fait, il est politique et c'est aussi ça qu'on doit réussir à exprimer. Alors, je voulais juste dire un truc par rapport au Liban, parce que c'est important de le dire, qu'au Liban, il y a aussi tout un comité qui attend Georges Ibrahim Abdallah, y compris jusqu'aux instances gouvernementales, puisque l'ambassadeur du Liban lui-même s'est exprimé en sens au niveau français en disant que tout le Liban, et quelles que soient quasiment les fractions politiques, tout le monde est d'accord pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, donc pas uniquement les gens de... Voilà. Tout à fait, non, il y a un écho international pour la cause de Georges Ibrahim Abdallah, et tu as bien fait de rappeler ce que tu as dit tout à l'heure. En réalité, Georges Ibrahim Abdallah, donc c'est un combattant. Oui, comme ça. Ouais. Georges Ibrahim Abdallah est un combattant en prison. Il continue de militer. Il faut voir ses déclarations, chaque événement qui ne l'intéresse pas directement, qui intéresse la société française, la société dans tous les pays. Il est aux côtés des opprimés, il est aux côtés de la lutte anti-impérialiste, il est anticapitaliste, anticoloniale, etc. Et en cela, il prolonge des traditions révolutionnaires. Moi, ça me fait penser, par exemple, aux consignes données par le Front de Libération Nationale en Algérie, durant la guerre de libération, qu'il donnait aux Moudjahidines ou aux Moussabbilines ou aux Fidaïnes
ces trois catégories donc de militants, s'ils sont arrêtés, ils doivent plaider la cause et non pas plaider leur propre cause. Et ils ne doivent pas s'adresser aux juges, ils doivent s'adresser aux masses. Et c'est ce qu'il fait, lui. À chaque fois, il s'adresse aux masses. Il prolonge aussi des traditions dimitroviennes, de Nazim Hikmet qui disait il ne faut surtout pas se rendre, etc. En cela, l'enjeu du soutien aux prisonniers politiques, et en particulier au camarade Georges Ibn Abdellah, qui n'a jamais renié ses positions, c'est d'abord un soutien au prisonnier lui-même pour supporter cette condition et rester en contact avec les luttes de l'extérieur. Il fait partie des luttes, il fait partie de l'agenda des luttes de l'extérieur de la prison. C'est aussi sauvegarder les mémoires collectives des résistances. C'est en cela aussi que c'est important, c'est-à-dire parler aux jeunes, parler aux masses de voilà ce que c'est que la résistance, ce sont nos résistances collectives, c'est les résistances des opprimés, et voilà l'enjeu de soutien aux prisonniers. Et un dernier mot, soutenir Georges Ibn Abdellah, c'est soutenir la libération de la Palestine. C'est l'un des motifs principaux pour lesquels il a été arrêté. Bien sûr. Il a été arrêté parce qu'il a participé à la lutte contre l'invasion du Liban. C'est la création des FARC. D'ailleurs, il était en contact avec Wadi Haddad, Abou Ali Mustafa et Hassan Kanafani quand ils ont créé l'UFPLP. Rappelez-vous le programme de 69 du FPLP. Et juste après, donc lui, il a adhéré au FPLP en 71. Il avait à peine 20 ans, autour de 20 ans. Alors, on rappelle juste pour les gens, le FPLP, c'est Front populaire de libération de la Palestine. un courant Jibha Par Sha'bia. Georges Abache, C'est connu, Marxiste Jibha Léniniste, Sha'bia. qui vient du Palestine. mouvement des nationalistes Jibha Sha'bia, arabes, les Tahrir qui devient Palestine. le mouvement FPLP, Et marxiste-léniniste. c'était à l'époque Et le la Khaled, FPLP, etc. dans son programme de 69, de son congrès national de 69, il a donné, ce ne sont pas des instructions publiques évidemment, mais sous la direction de Wadi Haddad, ils ont porté, comme l'ont fait les camarades vietnamiens, les camarades algériens, et puis dans toutes les histoires de lutte anticoloniale, de porter la lutte au cœur même des métropoles impérialistes. Rappelez-vous les années 70, rappelez-vous Mohamed Boudia ici qui a organisé des attentats à la raffinerie de Fos-sur-Mer. Oui, en Autriche aussi, il devait organiser d'autres attentats, mais il a été assassiné. Lui avec Hamshari, on peut revenir dans ça. Donc c'est soutenir aussi la Palestine. Il est pour la libération de la Palestine et en le soutenant, on soutient donc cet axe de la résistance, c'est-à-dire de la résistance armée, de la résistance sous toutes ses formes. J'aurais une dernière question sur le cas de Ibn Abdallah. C'est pourquoi c'est un enjeu aussi important, notamment pour le gouvernement français, qu'il ne sorte pas. Parce qu'il y a des gens qui pourraient dire il n'est pas très connu, au pire, il peut le laisser partir et ça peut ne pas faire d'écho. Mais là, on a l'impression qu'ils sont prêts même à bafouer les normes internationales pour ne pas le laisser sortir. Donc comment ça se fait que c'est aussi important ? Pour moi, il y a deux choses. Bon, l'explication la plus traditionnelle, je ne sais pas si c'est le terme, mais ce qu'on dit, c'est que déjà, il y a évidemment, et tout le monde l'a évoqué ici, une pression directe des États-Unis qui se manifeste systématiquement. Il y a l'intervention très connue de Clinton, de chaque représentant d'État à chaque demande de libération, etc. Mais je pense qu'il a aussi un intérêt propre, que ce n'est pas juste que la France est inféodée aux intérêts américains, etc. Mais c'est aussi que c'est un héros national qui a la particularité d'être communiste, quoi. Et d'être une figure de la gauche palestinienne, de la gauche libanaise, et dans une période où il y a des recompositions, une frange de la jeunesse qui s'est mobilisée en Palestine en 2021. Bon, là, il y a la situation que vous discuterez après, évidemment. Je pense qu'ils craignent l'écho que ça peut avoir de manière générale. Et pardon, un dernier mot. Pareil, je crois que c'est Adèle qui le disait, non mais je finis sur ça. Je pense que c'est aussi dans le cadre d'un durcissement répressif plus général de l'État français auquel on assiste depuis 2015, 2016. On voit la manière dont ils répondent. C'est parce qu'il y a en fait une crise du capitalisme international, une séquence de lutte des classes qui s'est manifestée à l'échelle internationale, en particulier en France. En fait, on a une lutte par an quasiment, la loi travail, la lutte contre la réforme du rail, les gilets jaunes. L'année dernière, des raffineries bloquées. On a enchaîné avec les retraites, les révoltes qui ont existé dans les quartiers, toute cette séquence-là. Et je pense qu'en fait, il est dans une dynamique plus générale de durcissement de son appareil répressif et qu'il n'a pas envie d'ouvrir une brèche en ce sens. Et c'est pour ça, je finis sur ça, que la manière dont on a pensé le meeting mercredi 18, pour moi, elle est particulièrement importante. On a essayé d'en faire un enjeu très, très, très large qui dépasse les secteurs militants qui se saisissent habituellement de cette question-là. C'est un meeting où il y aura la CGT Énergie, où il y aura le NPA, où il y aura évidemment tous les camarades qui sont à cette tribune aussi, mais où aussi on a beaucoup milité auprès de la France Insoumise, auprès du Parti communiste. On a essayé de le diffuser très largement pour en faire un enjeu démocratique qui représente tous les différents types de tendances politiques qui peuvent se reconnaître dans cette cause-là, mais en faire un enjeu national
très important, et c'est le cas aussi évidemment de la manifestation à Lannemezan. Et tu peux en dire plus sur le meeting pendant que tu y es. Alors, il est à la Bourse du Travail, il est le 18 octobre de Paris. Oui, il y en a deux à République. Hein. Oui, la salle Ambroise Croizat. Ambroise Croizat, d'accord. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de place. Ça veut dire que il est à 19h, il est à Paris, et on a fait une tribune très large avec beaucoup d'intervenants, comme je le disais, notamment des militants syndicaux, des militants politiques, des militants associatifs de différentes tendances et de différentes organisations, mais qui partagent la nécessité en fait d'obtenir la libération de Georges Ibrahim Abdallah pour sa 40e année de détention. Il y aura son avocat, non? Si, bien sûr, il y aura Jean-Louis Chalancet, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné. Il y aura Jean-Louis Chalancet, qui est évidemment son avocat, qui a déposé sa demande de libération en juillet dernier. Voilà, Jean-Louis Chalancet, des camarades de la campagne unitaire, le coordinateur européen de Samidoud, Mohamed Ratib. Il y aura un porte-parole du NPA. CGT Énergie. La CGT, il y aura Cédric Litchi, le secrétaire général de la CGT Énergie Paris. Formidable, ça. Il y aura quelqu'un pour l'ANC. Beaucoup de beau monde. Il y aura quelqu'un pour Révolution Permanente. Et on aura le soutien. On a le soutien. L'ANC d'Afrique du Sud. Il y a l'ANC nationale, ouais. Ah oui, d'accord. Non, pas d'Afrique du Sud. Pardon. D'accord. Là, oui, ils ont peut-être une section d'Afrique du Sud, mais non, pas d'Afrique du Sud. Non. Une tendance de gauche. Je ne sais pas comment les décrire. Oui, une association nationale des communistes. D'accord. Attends, tu m'as dit qui? Et on a le soutien de Salah Amouri. Très bien. Voilà. Ah oui, c'est ça. L'événement, vous pouvez répéter, donc c'est un meeting unitaire, pour, auquel on a convié toutes les organisations politiques. Il y a un texte d'appel qui est très simple, je veux dire, qui je le disais, qui est centré sur un enjeu démocratique large en fait, et qui est articulé évidemment avec l'enjeu de la manifestation, parce que vous le savez, c'est une manifestation qui est particulière. Enfin, il n'y en a pas des milliers comme ça en France, quoi. C'est un vrai rendez-vous, et qui part de la gare et qui va jusqu'au centre... non, il n'y aura pas le Parti Socialiste. Non, il n'y aura pas le PS. Et qui va jusqu'au centre pénitentiaire, qui va devant Lannemezan, et qui a un moment important, un rendez-vous militant important. Alors, je précise que cette manifestation est totalement tolérée. Hein, je veux dire, pour l'instant. Oui, pour on ne sait pas ce qui va arriver. Oui, mais on ne pour sait jamais. Elle est autorisée. C'est vrai. En tout cas, jusqu'à maintenant, elle a toujours été tolérée. Et je crois que faut quand même le dire. Georges jouit aussi d'une grande sympathie, même y compris dans le personnel de la prison. Enfin, parce que simplement pour ses qualités humaines, parce que c'est quand même quelqu'un qui a des qualités humaines. Et c'est allé jusqu'à la directrice de Lannemezan, qui elle-même avait fait une lettre pour appuyer la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Quand même, c'est assez rare. Hein. Et lâchez-le, là, c'est bon, j'en peux plus. Mais absolument. Et donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui conquiert aussi la sympathie, y compris de gens qui, normalement, ne seraient pas forcément de notre bord politique, parce qu'il a des qualités humaines, parce que c'est important, ces qualités humaines. Je veux dire, en tant que révolutionnaire, on a des qualités humaines, on ne se bat pas de façon désincarnée comme cela, et ça veut dire que c'est vous dire la vérité du combat de Georges, et la profondeur du combat de Georges. Kamel, et vous voulez chacun, pour terminer sur le point de Georges Ibrahim Abdallah? Il y a une réponse très précise à la question que tu as posée, en plus des éléments que viennent d'apporter les camarades. C'est le discours de Georges devant son procès. Oui. Et j'ai en mémoire, pas tout le discours évidemment, mais je vous invite à le lire. On peut le trouver sur le site de la campagne et d'autres sites, Samidoun et d'autres sites de soutien à Georges. Mais j'ai en mémoire par contre un paragraphe de sa déclaration en 1994 où il disait presque mot pour mot: cette justice, c'est une justice du capital. Elle n'a rien à voir avec la justice. Donc ce n'est pas une affaire juridique, étroitement juridique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je serai libéré quand le coût de mon incarcération sera moindre que ma libération. Oui. C'est-à-dire que quand je serai libéré, de sa détention. Et donc ça, c'est vraiment très important. C'est pour dire que ce n'est pas une affaire juridique, c'est une affaire politique. Et il analyse très bien donc, cette justice du capital. Et c'est pourquoi il faut se mobiliser, il faut créer le rapport de force. C'est pour ça qu'il faut y aller, il faut créer le rapport de force dans les manifestations, devant la prison, pour que vraiment cette voix-là s'entende et que ça fasse plus de bruit que... Oui, très court, c'est que Georges pourrait être libéré demain s'il disait un mot. Je regrette.
Et c'est d'ailleurs ce qui lui est reproché par les États-Unis lorsque Clinton était intervenu. Elle avait dit, ce qu'on lui reproche absolument avant tout, c'est de ne pas se repentir, d'avoir aucun regret. Alors après, ils disent qu'il a offert aucune indemnité pour les familles des diplomates américains qui ont été tués. Mais franchement, c'est important. C'est la force de conviction d'un homme qui dirait « Je ne regrette rien, mon combat est juste, notre combat est juste, d'accord ? Et jamais vous aurez ma repentance. Jamais vous l'aurez. » Et c'est très important à un moment où aujourd'hui, on a beaucoup de convictions qui sont très délétères chez beaucoup de gens, hein, c'est vrai. Et donc cet exemple d'opiniâtreté et de sacrifier 40 ans de sa vie, quoi. 40 ans, il dit, pour un mot, il serait libre aujourd'hui. Il serait libre, il pourrait retrouver sa famille au Liban qui l'attend, ses neveux, etc., etc. Donc voilà, c'est très important. Excuse-moi. C'était pour terminer. Toi ou Elsa ou... Non. Oui. Ouais. Ok. Et du coup, je vais répondre à ta question, Wissam, mais en fait, je ne vais pas vraiment y répondre. Pour savoir pourquoi l'État français rechigne à le libérer, en fait, il y a une raison simple, c'est de comprendre ce que représente la libération de Georges Abdallah. Là, on l'a vu, la résistance palestinienne, elle a fait une offensive victorieuse, elle a reconquéri des territoires autour de la bande de Gaza. Qu'est-ce que ça a fait dans le cœur des jeunesses, des quartiers populaires, de la jeunesse de l'immigration et dans le camp social? Ça a donné de la force inouïe. Nous, on tenait un stand là, dans un concert anticarcéral. Les camarades de l'AIM, qu'on remercie chaleureusement pour leur soutien depuis que Samidoun existe, ils sont venus me voir direct. Ouah, qu'est-ce qui s'est passé en Palestine, etc. C'est incroyable. Des camarades qui, il y a quelque temps, à cause de la répression de Sainte-Soline, où on a des camarades qu'on connaît personnellement, qui étaient blessés gravement, qui se sont fait interpeller, etc., ils étaient chamboulés par tout ça. Et du jour au lendemain, grâce à une résistance héroïque, ça leur a donné du baume au cœur. Là, si on arrache collectivement la libération de Georges Abdallah, ça va avoir le même effet. Ça va être une victoire collective pour le camp social. Et c'est pour ça que là, je rejoins Elsa, c'est hyper important de faire front commun, d'élargir au maximum le soutien à Georges Abdallah. C'est-à-dire d'aller chercher toutes les organisations qui ont un lien avec la Palestine, qui ont un lien avec les luttes contre l'enfermement. Et d'ailleurs, on passe un bonjour au réseau d'entraide vérité et justice qui lutte sur ces questions-là, qui lutte sur les crimes en détention, etc. Il faut aller chercher aussi les plus grosses organisations comme la France Insoumise, comme le PCF, exactement, qui, pendant la fête de l'UMA, a renouvelé son soutien, etc. La libération de Georges Abdallah, si on l'arrache collectivement et si on se mobilise tous ensemble sur un fond commun, malgré des différences de lignes, ça va mettre du baume au cœur et ça va revigorer le camp social et toutes ces organisations-là qui défendent les travailleurs, les travailleuses et tous les exploités, les opprimés, qui ont à cœur aussi d'afficher clairement et sans ambiguïté leur soutien total à la résistance palestinienne. Est-ce qu'il y avait un dernier point Elsa, la parole est à la défense. La dernière parole est à la défense. Ça va, on est tous du côté de la défense là, je crois. Oui. Non, mais oui. Enfin, je pense que je pense qu'on a dit pas mal de choses, mais peut-être pour dire un mot de conclusion, encore une fois, l'importance de venir mercredi 18, y compris pour les personnes qui ne connaissent pas cette histoire, y compris pour la jeunesse qui ne connaît pas forcément cette tradition, qui est née largement après son incarcération. Bon, c'est le cas de beaucoup de personnes, mais comme je le disais, je trouve que c'est assez marquant de voir l'écart entre le niveau d'offensive antidémocratique que ça représente, la mascarade absolue, les contradictions judiciaires énormes et la détermination qui se maintient du régime, de l'État à le maintenir en détention, mais contre absolument tous ces principes les plus élémentaires, et que plus on agitera cette contradiction, plus on permettra de comprendre effectivement pourquoi est-ce qu'il s'acharne à ce point, qu'est-ce que ça représente et pourquoi c'est un enjeu en fait de l'ensemble du mouvement syndical, politique et associatif. Eh ben, écoutez, juste une info, si tu permets. Avant le 18, il va y avoir une manifestation vers rue des Pyrénées, je crois que c'est l'annexe du ministère de l'Intérieur, justement pour Georges Ibrahim Abdallah, avec un collage qui est presque quasi permanent. Voilà.